Bonjour à tous et à toutes, c'est Mary Rowe de l'Institut urbain du Canada. Je suis très content de vous accueillir à une autre de ces séances de mobilisation exceptionnelle de l'Initiative canadienne pour les communautés en santé. Et je suis très content de voir autant de gens de partout, des quatre coins du Canada. Et c'est un nouveau Canada. Est-ce que c'est le même Canada? Je ne suis pas certaine, mais on s'est réveillé. Le Canada est toujours là. Je comprends qu'il y a encore plein de votes de qui sont en train d'être comptés. Et moi, j'espère que le mien, servira à quelque chose. Je sais que vous avez exercé votre droit démocratique hier, et donc nous attendons les résultats finaux, mais nous sommes de retour dans une conversation sur l'importance de la création de lieux, de la mobilisation et de renforcement de notre communauté et de la rendre plus vivante, plus en santé et toutes ces choses dont on a déjà parlé. Donc, je vous encourage à écrire votre nom dans le chat de Zoom. Dites-nous d'où vous venez, où vous êtes. C'est toujours merveilleux pour nous parce que moi, toujours pour nous, bien pour nous de voir d'où vous venez et nous et nos, dans ce cas-ci, avec nos partenaires de Fondation communautaire du Canada et ce cas-ci, 880 Cities, de savoir d'où vous venez, de quelle région exotique êtes-vous. Écrivez-le dans le chat de Zoom et aussi, sachez que la façon dont Zoom fonctionne, c'est que vous pouvez nous voir, nous entendre. On ne vous voit pas et on ne vous entend pas, mais vous avez le chat, la boîte de conversation dans Zoom et je sais que cette fonction de chat de Zoom est très bien utilisée par les gens qui viennent nous écouter dans ces séances de mobilisation. Nous voulons entendre lire vos questions, vos commentaires dans ce chat. Si vous avez des questions dans la séance, écrivez-les dans le chat. Nous avons des experts qui gardent un œil dessus, qui vont y répondre en temps et lieu. Et il y a Amanda qui va pouvoir justement lire vos commentaires. Donc, donc vous pouvez écouter la séance en français ou en anglais. Si vous voulez écouter la langue, en fait, la séance en français, vous pouvez cliquer sur le globe au bas de votre écran. C'est écrit interprétation. Vous cliquez dessus, vous choisissez la langue de votre choix. Ça va vous permettre de passer du français à l'anglais et vice-versa. Si vous voulez renforcer votre autre langue, une autre langue, eh bien, vous pouvez l'écouter en français, en anglais, comme vous voulez. Ces séances sont censées être aussi interactives que possible. Donc, j'espère que vous avez des questions, des références, des liens que vous pourrez mettre dans le Zoom, le chat de Zoom. On surveille le chat de Zoom pour voir si vous avez mis quelque chose dedans, si vous avez des ressources, des idées. N'oubliez pas que nous créons une communauté partout au Canada pour créer des lieux et nous voulons apprendre les uns des autres. C'est la base de ce processus. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, n'hésitez pas, écrivez des choses dans le chat. Si vous avez des références, des projets, des ressources, vous avez un lien web, mettez-le. Dans le chat de Zoom, vous avez une question pressante, écrivez-la là pour qu'on en prenne connaissance. Je suis à Halifax aujourd'hui. L'Institut urbain du Canada est une organisation nationale qui travaille partout au Canada. Une des choses qu'on fait, c'est un programme qui s'appelle CY Local. Nous sommes présents dans une communauté pendant une semaine, travaillons avec plusieurs partenaires et nous faisons toutes sortes de réunions, d'événements, de séances pour prendre le pouls de la communauté, connaître les défis auxquels elle fait face. Et cette semaine, nous sommes dans la région, la municipalité de Halifax. Hier, nous étions ici pour le Art City Building, une conférence internationale. Je soupçonne que certains d'entre vous y étaient. Et aujourd'hui, nous allons avoir plein de réunions cette semaine. Halifax, c'est le territoire traditionnel des Mi'kmaqi. Et en fait, les Mi'kmaqi, c'est le nom de Halifax, Mi'kmaqi. Et les Mi'kmaq, c'est le peuple, c'est un territoire non cédé ancestral des Mi'kmaq, régi par un traité de paix et d'amitié que les Mi'kmaq et les Wolastoqiyik ont signé. En fait, c'était aussi les Malécites qui ont signé avec la couronne britannique en 1725. Quiconque a passé du temps ici, ainsi qu'à Victoria, c'est intéressant, ces deux extrémités du pays où l'influence britannique est toujours très présente. On le voit dans l'architecture, on le voit dans la façon dont les rues et les villes sont organisées. Mais ces traités ne en fait, ne signifiait pas que le territoire était cédé, mais il reconnaissait que les Wolastoqiyik et les Mi'kmaq, les Malécites, avaient un titre sur ce territoire. Ça établit les règles de base pour ce qui est devenu une relation courante entre le gouvernement et ses nations. Donc, c'est intéressant d'être immergé dans cette situation ici. Ce matin, je me suis levé, j'ai constaté, en fait, comment cette relation avec les Autochtones a évolué dans cette région. J'ai beaucoup appris là-dessus. Donc, on sait que dans la création de lieux est essentielle pour l'opération de réconciliation qu'on essaie de faire pour comprendre comment honorer, respecter et affirmer les traditions ancestrales qui se trouvent sur cette terre, ainsi que les communautés autochtones dans ces lieux, dans ces régions
Et je sais que les gens nous disent déjà d'où ils sont ici au Canada, où ils sont. Nous sommes accueillis sur ces terres. Nous sommes des invités. Donc, ces séances que nous appelons des séances de mobilisation, des séances de mobilisation éclair, sont axées sur la création de liens entre vous. Donc, nous avons la chance d'avoir de nombreux partenaires qui travaillent avec nous, y compris l'Institut urbain du Canada. Et l'ICD, c'est un organisme qui travaille avec nous depuis le début. Ils seront avec nous. Nous allons parler de choses concrètes, de tactiques, de stratégies pour permettre à ce type d'initiative dont vous êtes, pour permettre à des gens d'antécédents, de groupes d'âge différents, de vivre ensemble. Et on travaille sur la mobilité aujourd'hui. Et Ellie, Céline a de l'expérience dans la mobilité, justement, on va en parler. Donc, vous êtes à nous écouter. Il y aura aussi un sondage. À la fin, ça serait intéressant. Et ce sondage nous aide à déterminer euh, où se dirige l'évolution de la communauté de pratique. Donc, ne vous sentez pas sous l'inquisition. C'est une idée, en fait, c'est une façon pour nous d'obtenir le pouls de vos priorités. Et comme je l'ai suggéré, notre partenaire clé dans l'initiative canadienne pour les communautés en santé, c'est les fondations communautaires du Canada. Et Michelle Bridger va nous parler de cet organisme et une des séances en fait, aujourd'hui, nous allons parler de deux projets qui ont déjà été financés par 80 Cities. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui s'est fait justement et nous allons parler à des gens de la municipalité de Grayson en Saskatchewan et Claire Stewart Robinson de la J. Finch Community Center à Toronto va nous parler également. Donc, ce sera très intéressant d'avoir la perspective du centre du Canada, de l'Est du Canada et de Toronto. Vous allez voir comment ils ont réussi à faire les choses avec le monde rural, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux et bon, qu'est-ce qu'on fait dans une municipalité ou que font les groupes communautaires. Ce sont des choses intéressantes qui nous indiquent comment on peut faire ce type de travail. Il n'y a pas une réponse, une approche unique, comme vous savez, c'est ce qui est merveilleux. Mais on apprécie beaucoup que tout le monde au Canada puisse nous donner ce soutien pour qu'on essaie ces choses, que vous puissiez en retour les essayer chez vous. On a besoin que tout le monde essaie ce type de choses. Donc, je passe le micro à Michelle Berger des Fondations communautaires du Canada et elle va me repasser par là. Allez-y, Michel. Bonjour, Mary. Merci beaucoup de cette introduction. Je veux souhaiter la bienvenue chaleureusement à tous les gens qui sont des nôtres aujourd'hui. Ça a été une aventure incroyablement intéressante et longue. Et nous avons eu l'occasion de créer cette séance pour, en fait, nous allons vous parler de projets qui ont été financés pour qu'on puisse en apprendre davantage. C'est important de continuer de soutenir des organisations avec autre chose que de l'argent pour qu'elles puissent grandir et obtenir le soutien dont elles ont besoin. Donc, nous avons hâte de vous entendre parler et de vos expériences et de continuer à apprendre ensemble. Merci, Mary. Oui, et j'aimerais aussi dire que vous savez, comme on l'a dit, nous apprenons des choses sur, non seulement sur comment la création de lieux fonctionne et comment vos communautés essaient différentes choses, mais on veut apprendre des choses sur ce programme, comment nous l'avons géré, comment nous avons réussi à créer un processus où les gens peuvent demander du financement. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions là-dessus. On ne sait jamais. Peut-être que, en fait, on espère que le programme va rester en vie, on l'espère, se perpétuer dans l'avenir et on aimerait pouvoir nous améliorer. Donc, si vous avez des commentaires, des rétroactions pour nous, dites-nous-le et je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Je passe le parquet à Amanda et JS de 880 Cities qui sont très compétentes. J'ai très hâte de vous entendre. Allez-y, Amanda. Merci, Mary et Michel, pour en fait, cet accueil chaleureux. Et merci à l'IUC et à FCC pour votre leadership sur cette initiative de financement. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de comment on bâtit l'engagement communautaire. Comme mes collègues, comme l'a dit Mary, je suis la directrice générale de EDCD. Je suis sur le territoire traditionnel des Mississauga-la-Rivière-Crédit, des Wendat et des Haudenosaunee, qui est le lieu de vie de nombreuses nations métisses et autres de l'île à la Tortue. Et aujourd'hui, je suis en fait sur ce territoire, un territoire où de nombreux traités ont été violés. Et nous sommes dans une situation où nous pouvons maintenant apprendre de notre histoire et apprendre à nous connaître, en fait, nos différentes identité. Je suis
je fais partie de cette colonisation et je le reconnais. Donc, je vais parler aussi avec Gia Benny, ma collègue gestionnaire de projet à Cities. Nous avons parlé de comment on bâtit l'engagement communautaire. Vous parlez de notre expérience dans ce travail. Et en plus de moi-même et Gia, comme je l'ai dit, nous avons Colleen et Clara qui vont parler de leur projet d'initiative canadienne pour les collectivités en santé, comment elles engagent ce leadership, ces projets. Donc, nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. La première chose, c'est une question de notre sondage pour apprendre à vous connaître. La première question est très facile. Dans quel secteur travaillez-vous? Le secteur public, secteur privé, secteur à but non lucratif ou aucun? Donc, n'hésitez pas à y répondre. Nous allons vous laisser un peu de temps. Et si vous pouviez répondre à cette question de sondage, nous allons ensuite partager ou publier les résultats dans une minute. Donc, je crois que les résultats sont en train d'entrer. Bon, la plupart des gens sont du secteur à but non lucratif, c'est merveilleux, ainsi que du secteur public. Donc, merci d'avoir répondu à cette première question du sondage. Vous êtes excellent. Donc, il y aura quelques autres questions qui sont parsemées dans cette séance d'information aujourd'hui, de mobilisation. Et si vous ne connaissez pas 880 Cities, c'est une organisation non lucrative, comme la plupart d'entre vous aujourd'hui. Nous sommes à Toronto, mais nous travaillons à l'international et notre mission consiste à améliorer la qualité de vie des citadins, peu importe leur âge, leur capacité ou leur statut socio-économique. Et nous faisons cela en réunissant les gens pour améliorer nos parcs, nos lieux publics, nos rues. Et évidemment, ce sont des lieux essentiels pour des villes résilientes, équitables et saines. Et au cours des 15 dernières années, nous avons travaillé avec bon nombre de villes dans des contextes très variés. Et nous avons remis en question le statu quo sur la façon dont de nombreuses villes planifient, conçoivent et gèrent leurs espaces publics et leurs rues. Et nous avons posé une question très simple, mais très puissante. Et si tout ce que nous faisions dans nos villes était bon pour un enfant de 8 ans et une personne de 80 ans, qu'en serait-il? Nous croyons aussi que nous pouvons faire des villes qui sont bonnes pour les enfants de 8 ans et les personnes de 80 ans, ce sont des villes saines. Et évidemment, nous connaissons le rôle important que jouent les identités sociales comme la race, la capacité, l'expression de genre, le statut économique et les antécédents ethniques jouent. Quel rôle ces éléments jouent dans la vie d'une personne dans une ville? Et nous savons, passons à la prochaine diapo, que notre code postal détermine notre santé tout autant et peut-être même plus que notre code génétique et qu'il contribue à l'amélioration, il contribue beaucoup à notre expérience de vie et la vie qu'on va avoir. Donc, évidemment, il y a des gens qui ont accès à des espaces verts, des espaces, des parcs, des espaces sécuritaires, des espaces sains dans la ville. Et ils ont une expérience différente de ceux qui n'ont pas accès à ce type de choses, des gens qui, en fait, il y a des inégalités, justement. Donc, comme l'a dit Mary, nous voulons entendre vos commentaires, et votre expérience dans cette initiative pour des communautés en santé, dans votre mobilisation avec les communautés. Donc, écrivez dans le chat, écrivez votre expérience. Donc, nous savons que les parcs, les rues et les espaces publics jouent un rôle très important pour bâtir ces communautés plus saines, pour transformer les lieux, les espaces exclusifs et en faire des espaces inclusifs. Et c'est-à-dire de mettre l'être humain au centre de tout ce que nous faisons et de ramener cette dignité au quotidien, ce sentiment d'appartenance dans la ville. Et à 880 Cities, nous voulons reprendre le contrôle de la ville, surtout pour les gens qui ont été touchés de façon disproportionnée par la planification axée sur la voiture et le désinvestissement des espaces publics, c'est-à-dire les enfants, les aînés, les communautés à faible revenu, les communautés racialisées. Donc, j'en ai assez dit sur 880 Cities, mais aujourd'hui, nous allons parler de la mobilisation communautaire et c'est en fait au cœur de ce que nous faisons à 880 Cities. Je l'ai dit au début,
pour réaliser notre mission, ce que l'on fait, c'est que nous réunissons des gens pour améliorer les rues, les espaces publics et les parcs. Et pour réunir des gens, il faut accomplir notre mission. Il y a beaucoup de définitions de la mobilisation communautaire. Je vais en fait faire un peu de terminologie ici, mettre les choses dans leur cadre et ensuite passer la parole à Gia qui va vous parler de donner des conseils pratiques et donner des exemples concrets de projets sur lesquels nous avons travaillé. Mais il y a beaucoup de définitions de la mobilisation communautaire et toutes ces définitions sont axées sur cette idée du processus de collaboration avec la communauté. Mais la définition que j'aime le plus est la suivante, proposée par Jay Pitter. Jay Pitter, qui est un auteur, créateur de lieux, qui mène le travail équitable sur ces initiatives. J'aime la façon de Jay de rendre les choses très tangibles. J'aime beaucoup ses définitions. Je crois que c'est un auteur très intéressant pour les gens qui font ce type de travail. Je crois qu'il a vraiment mis le doigt, qu'elle a mis le doigt sur ceci. Elle dit que l'acte de création d'espace équitable est un acte radical de collaboration, de vigilance continue pour savoir quand mener, quand céder la place, quand écouter attentivement et quand poser des questions courageuses. Jay Pitter, cette femme incroyable qui a créé cette définition incroyable, je crois que ça reflète vraiment ce que la plupart des gens aujourd'hui, en fait ici, dans cette réunion, comprennent la collaboration et la création de lieux. Donc, pour moi, la mobilisation, c'est la façon de créer des conditions propices à la formation de relations. Je vais le redire, je crois que c'est très important. Ça consiste en créer les conditions propices à la formation de relations. Je vous encourage à adapter la perspective du jardinier. Et moi, je suis une jardinière qui a connu peu de succès. Je le sais. Je sais que jardiner, ça repose sur un sol. Il faut créer un sol, l'enrichir. Et c'est à la base de tout. Mais il faut s'adapter. Il faut créer les conditions qui soient propices à la formation de relations. Et comme je le dis, Gia va vous donner des conseils pratiques. Mais aussi, je veux dire que Jay nous rappelle que c'est également important de comprendre comment ces conditions, et non seulement cette approche centrée sur la voiture, ces conditions vont varier selon la personne avec qui vous mobilisez, vous engagez le dialogue. Et ensuite, avant que je passe la parole à Gia, je veux vous dire que, en fait, c'est important de connaître la différence entre la proximité, la mobilisation et l'organisation. Ce sont des outils très différents et tout aussi importants les uns que les autres. Et en fait, ce sont des outils qui peuvent se renforcer mutuellement. Comme vous voyez, la mobilisation, en fait, c'est la cheville ouvrière de tout ce processus. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Gia. Je l'invite à vous faire part de sa présentation. Merci, Amanda. Donc, le processus de consultation traditionnel ressemble à ceci. C'est parce que les villes ont structuré, pardon, donne-moi un instant. En fait, je vais vous raconter ce qu'on appelle les règles, les principes de 880 Cities, nos principes. Donc, la raison pour laquelle nous avons ces principes, c'est que les consultations traditionnellement ressemblent à ceci. C'est parce que les villes ont structuré les consultations traditionnelles de façon à favoriser certaines communautés, c'est-à-dire des Blancs d'un certain âge qui ont de l'influence et un certain revenu. Donc, c'est pourquoi, si ce sont les gens que les fonctionnaires municipaux entendent à chaque consultation, ils ne vont pas pouvoir créer une ville qui s'adresse à tous les citoyens de tous les âges. Et ce n'est pas surprenant que si on ne consulte pas les gens qui ont faible revenu, on va avoir des arrêts d'autobus qui ressemblent à ceci. Et si on ne demande pas l'opinion des gens qui n'ont pas de voiture, eh bien, on va avoir des intersections comme celle qu'on vient de voir. Donc, pour un architecte, ça peut être très intéressant, cette photo ici, mais il n'y a pas de vie ni d'humanité dans cette image. Si on veut des villes qui ressemblent à ceci et des espaces publics qui ressemblent à ceci, il faut changer nos processus de consultation communautaire. Il faut s'éloigner des consultations à 19 heures où ce sont les mêmes personnes qui viennent dire la même chose. Il faut travailler pour obtenir une mobilisation qui ressemble plus à ceci. C'est pourquoi 880 Cities a créé des principes. Ces principes vont rendre la participation citoyenne comme ceci. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va être souriant et heureux comme ça, mais on va se rapprocher de cette image.
Voici les principes. Règle 1, aller dans les rues. La première règle, le premier principe, c'est d'aller dans la rue. Une des raisons pour lesquelles les consultations traditionnelles sont exclues, c'est que très peu de gens ont le temps, les moyens en mobilité, les moyens financiers et la capacité de se rendre aux consultations municipales pour participer au processus de consultation. Donc, il faut se rendre là où se trouvent les gens. Ça veut dire qu'il faut apporter la conversation au coin de rue, dans les endroits où les gens se trouvent. Donc, il faut rejoindre les gens qui ne sont pas représentés dans les consultations municipales. Lorsqu'on rejoint ces gens dans leur euh, quartier, on abolit les barrières et les obstacles. Ils sont à l'aise, ils peuvent nous parler. Et les experts communautaires se rendent justement dans ces lieux pour parler à ces gens. Et aussi, aller dans les rues, ça veut aussi dire qu'il faut profiter d'événements, célébrations communautaires, etc., à tout temps de la journée ou à tout temps de l'année. Donc, il y a des gens qui vivent leur vie au quotidien et c'est là qu'il faut se trouver. Dans vos séances de mobilisation, il faut parler aux gens dans la rue, dans les parcs ou à des événements qui ont lieu. Tout ça peut sembler évident, mais souvent, ça ne se produit pas. Voici une photo d'un programme de Edicélis. Nous avons fermé la rue devant une école et aux voitures, mais nous l'avons ouverte, cette rue, aux enfants et aux parents, avant et après l'école. Nous avons posé des questions aux gens très simples. Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que vous préférez, avant ou après? Et nous avons réussi, ce faisant, à recueillir des données sur ces gens, sur leurs habitudes. Mais il faut savoir que quand on établit un dialogue avec les jeunes, on a aussi l'occasion d'établir un dialogue avec leurs parents. Aller dans les rues, ce n'est pas simplement une question de lieu, mais c'est une question de temps. On va rencontrer des gens différents à 6 heures le matin qu'à 6 heures le soir. Parfois, aller dans les rues, ça veut dire qu'il faut aller à l'intérieur. Si c'est là que les gens se rencontrent, on peut établir un kiosque dans un centre, un centre communautaire le matin, ou en fait dans un centre d'achat le matin. C'est là qu'on va rencontrer des aînés. Et on a travaillé ici avec le YWCA parce que ces jeunes n'ont pas d'occasion de se rencontrer à l'extérieur. Donc, pourquoi se rencontrer à l'intérieur du YWCA? Règle numéro 2. Le principe numéro 2, soyez inclusif. Les gens qui n'ont pas les mêmes moyens, ils ont des antécédents différents. En fait, il faut être inclusif, il faut permettre à tout le monde de participer. La plupart des consultations municipales exigent que les gens se présentent devant un micro, qu'ils parlent à tout le monde. Si vous avez un trouble du langage, si l'anglais n'est pas ou le français ne sont pas vos langues maternelles, si vous avez, en fait, vous êtes gêné, vous n'allez pas vous exprimer devant tout le monde, vous serez exclu du processus. Il y a des façons très simples et faciles qui ne coûtent rien d'engager le dialogue avec les gens. Des tableaux, des marqueurs, des post-it, tous ces outils sont très efficaces. Et aussi, il faut s'assurer que l'information est traduite lorsque c'est nécessaire. Être inclusif aussi, ça veut aussi dire qu'il faut reconnaître les privilèges et les angles morts de votre projet, les privilèges dont vous pouvez tirer parti. Ici, nous avions un projet en mobilité, nous voulions consulter les gens, mais les gens ne faisaient pas confiance à des étrangers comme nous ou à leur ville pour parler de leurs problèmes. Donc, nous avons embauché ce jeune homme, Zekil, de la communauté, et qui avait commencé un projet où il recueillait les histoires des aînés dans la communauté. Nous l'avons embauché pour qu'il fasse du porte-à-porte et qu'il recueille les commentaires des gens parce que ces gens le connaissaient et lui faisaient confiance. Donc, dans vos projets, vous allez peut-être devoir trouver votre Zekil et le rémunérer pour son expertise locale. Ensuite, dans un autre projet aux États-Unis, nous voulions établir des liens avec la population hispanophone, mais bon nombre des gens n'avaient pas de pièce d'identité, n'avaient pas de papier et ils ne voulaient pas nous parler. Donc, nous avons établi un kiosque dans une épicerie locale et nous avions des hispanophones qui pouvaient communiquer avec ces gens. Évidemment, ici, on n'était pas là assez longtemps pour établir des liens avec ces gens. Mais dans cet événement, on s'est rendu compte en fait, combien de travail il y avait à faire justement pour établir un lien avec cette communauté. Principe numéro 3, jouer avec un objectif. Il faut remettre la mobilisation dans la mobilisation. En fait, lorsque vous rencontrez des enfants, ça vous permet de rencontrer leurs parents. Ça donne un accès direct et privilégié aux parents. Donc, avec des jeux pour les enfants, c'est là qu'on peut justement les attirer, les intéresser et avoir accès à leurs parents. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'énorme et
et de très compliqué. Par exemple, ici, on avait un projet où on donnait des plantes aux enfants et ça leur, en fait, c'était une activité très intéressante et ça nous a donné accès justement au reste de la communauté. Règle numéro 4, reconnaissez la valeur du temps que les gens vous accordent. Si les gens vous donnent leur temps, c'est la chose la plus importante qu'ils ont, c'est leur temps. Ils devraient avoir quelque chose, en retour. Par exemple, une façon de faire cela, c'est d'organiser des soirées cinéma en plein air. C'est une façon de redonner aux gens qui vous ont accordé leur temps. Et ça vous permet d'établir des liens avec la communauté dans un contexte où ils seront plus à l'aise. Donc, de cette façon, on peut leur parler dans un contexte familial où ils sont plus à l'aise de vous parler. Ça peut être aussi simplement un kiosque ou dans le stationnement où on donne des beignes ou du café. On redonne quelque chose aux gens pour que, en fait, en temps et lieu, ils seront là pour vous lorsque vous aurez besoin d'eux pour mettre en œuvre votre projet. Règle numéro 5, générer de l'intérêt. Voici comment les affiches de mobilisation communautaire sont conçues. Mais qui va lire cette affiche? Qui est-ce que ça va intéresser, ce type d'affiche ici? Les villes, les organisations doivent monter la barre, relever la barre. Ça doit être intéressant et attirant. Ça n'a pas besoin de coûter cher. On peut faire contribuer des étudiants, utiliser des logiciels comme Photoshop ou en fait, ça peut être plus de travail au début, mais ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps à la fin du projet parce qu'il y aura plus de gens qui y auront participé. Et la dernière règle, le dernier principe, agissez. À un moment donné, dans le processus de mobilisation, vous devez commencer à agir et appliquer les idées, les commentaires des gens dans des actions tangibles. Il y a des choses qu'on peut faire pour marquer des points rapidement pour obtenir les commentaires de la communauté. Donc, votre projet n'a pas besoin d'être financé à coût de millions de dollars. Il faut être créatif, il faut agir, il faut créer un projet et l'amener dans la rue, à l'extérieur. Donc, voici un petit projet que nous avions dans le parc Whitby. Il y a une place publique qui était presque toujours vide, infréquentée. Nous avons travaillé avec le service récréatif de la ville pour amener les activités qu'ils font à l'intérieur dans ce lieu, dans cette place. Donc, ça a été un grand succès. Ils l'ont fait pendant 7 semaines. Pendant 7 semaines, la communauté locale a commencé à demander à la ville la permission d'organiser des événements dans cette place. Donc, ça a lancé un dialogue communautaire sur ce que les gens veulent faire et sur ce qu'ils peuvent faire avec les lieux sous-utilisés. Ça a permis de voir que le moteur ici, c'est la mobilisation communautaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la COVID? Donc, nous avons tenu beaucoup de séances de mobilisation en ligne à cause de la COVID et c'est là que la rue, en fait, joue un rôle différent. C'est un exercice intéressant pour déterminer priorités, engagement et comment accomplir ces priorités. Peut-être que vous voulez faire participer les enfants, vous pouvez communiquer avec les écoles, voir si elles veulent faire contribuer les enfants à un projet et ensuite les attirer dans des ateliers en ligne. Ici, dans cette photo, on voit ce que nous avons fait avec des étudiants en Ontario. Ils ont utilisé, en fait, les outils en ligne pour communiquer. Si vous voulez faire participer des groupes qui ne parlent pas votre langue, assurez-vous que vous avez un interprète dans vos ateliers. Ce n'est pas tout le monde qui a le privilège de participer à des ateliers en ligne. Donc, il faut mettre en œuvre d'autres stratégies. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est une affiche dans un arrêt d'autobus qui demande aux gens de se prononcer sur l'avenir de la communauté. Ça permet d'avoir accès à des gens qui utilisent le transport en commun pour avoir leur opinion. La deuxième affiche à droite, c'est une affiche où on demandait, qui était en fait à l'extérieur dans la rue, et ça demandait les commentaires des gens dans la ville. Donc, encore une fois, si vous voulez rejoindre les gens qui ne parlent pas votre langue, assurez-vous de traduire vos documents. Et enfin, si il n'y a pas une bonne connexion Internet dans votre région, vous devez avoir accès à des gens qui n'ont pas accès à Internet, vous pouvez utiliser le téléphone. Dans un de nos projets, avec des étudiants, avec des aînés, pardon, nous avons parlé avec ces aînés au téléphone. C'était beaucoup plus facile de les rejoindre. Si les règles sanitaires le permettent, vous pouvez tenir des événements à l'extérieur où tout le monde porte un masque, etc. Donc, ce sont des idées pour vous sur la mobilisation et sa mise en œuvre. Et n'oubliez pas
de vous adapter, d'adapter les règles en fonction de en fait, des règles sanitaires dans votre région à cause de la pandémie. C'est tout ce que j'ai pour vous. Donc, je repasse la parole à Amanda. Merci, Gia. Donc, des conseils pratiques très utiles. Nous avons une autre question dans notre sondage pour tout le monde. Et merci à tous et à toutes d'avoir répondu à la première question et d'avoir contribué au chat. Il y a beaucoup d'activités là. Donc, question numéro 2. De quelle façon restez-vous en contact avec votre communauté locale en ce qui concerne vos projets et initiatives? Jamie va afficher la question. Vous pourrez y répondre. Donc, vous avez quelques choix de réponse. Les réseaux sociaux, les appels téléphoniques, le bouche à oreille, les affiches et les bulletins d'information ou autres. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir une petite musique d'ambiance. Nous allons laisser le temps aux gens de répondre à cette question. Jamie va afficher les résultats à des réponses à cette question dans 30 secondes. 30 secondes, oui. Donc, merci, Guy, d'avoir secondé mon idée de musique d'ambiance. Donc, les médias, les réseaux sociaux, c'est le choix numéro 1. Il y a beaucoup de diversité dans ces réponses. Donc, Gia parlait justement de ce type de choses. On parle de bulletins d'information, des affiches, le bouche à oreille. Oui, donc, vu qu'on est sur une lancée, passons à la troisième question. Comment la COVID-19 a-t-elle touché les relations et les liens communautaires? Donc, encore une fois, on essaie de vous donner des choix de réponse. Si une réponse ne porte pas exactement sur ne traduit pas votre expérience précisément, n'hésitez pas à écrire la réponse dans le chat. Bon, donc, ça nous permettra justement d'avoir votre opinion. Les liens communautaires sont plus forts en conséquence des effets de la pandémie. Numéro 1. Numéro 2, les modes d'engagement de la communauté ont changé, mais les liens sont aussi forts qu'avant. Et numéro 3, les liens communautaires souffrent des effets de la pandémie ou autre. Numéro 4. Donc, n'hésitez pas à écrire votre réponse si elle n'est pas toute faite ici dans le chat de Zoom. Ça nous permettra d'avoir votre rétroaction, vos commentaires. Quelqu'un a dit les liens faibles sont devenus plus faibles et les liens forts se sont renforcés. Oui, merci Stéphanie. Donc, question numéro 3. Voici les résultats. Merci Jamie. Donc, je crois que la réponse la plus populaire, c'est que bon, les façons dont l'engagement communautaire a changé, c'est la réponse numéro 2. Donc, et ensuite, c'est suivi par les liens communautaires en ont souffert à cause des effets de la pandémie. Donc, comme l'a dit Gia, oui, on a pu cibler justement les actions pendant cette pandémie. Donc, merci. Les gens ont répondu au sondage. C'est fort apprécié. Donc, vous pouvez cesser le partage d'écran. Gia, nous allons maintenant inviter nos deux experts en projet communautaire, membres du panel. Nous leur demandons d'allumer leur caméra. Donc, j'invite Colleen et Clara qui vont vous dire bonjour et je vais les présenter succinctement. Ensuite, j'ai quelques questions pour elles. Donc, encore une fois, nous voulons prendre connaissance de votre expérience. Écrivez-la dans le chat. Colleen est là, de la municipalité de Grayson, en Saskatchewan, comme nous l'avons dit au début. Son projet consiste à créer des sentiers pédestres dans le parc patrimonial pour rendre les espaces récréatifs plus accessibles à l'heure de la COVID. Nous avons aussi Clara Stewart Robinson du Centre communautaire et familial Jane Finch à Toronto. Son projet consiste à créer des coins de rue. Ce sont des espaces de réunion pour la communauté qui honorent l'histoire, reconnaissent l'histoire des résidents de la communauté. Bienvenue, Clara.
Donc, ma première question s'adresse à vous deux. Je vais demander à Colleen de répondre en premier. Ensuite, Clara, je sais que toutes les deux, vous travaillez sur des projets dans deux communautés et contextes très différents. Dites-nous-en davantage sur vos projets et à quoi ressemble l'engagement communautaire dans vos projets respectifs. Colleen, votre micro est éteint. Allumez votre micro, s'il vous plaît. On ne vous entend toujours pas. Je crois que vous devez cliquer plusieurs fois sur l'icône du micro. Est-ce que c'est mieux maintenant? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. 5 sur 5. D'accord. Je vis dans une petite communauté rurale en Saskatchewan, dans le sud-est de la Saskatchewan. Grayson, c'est un village. Le village de Grayson, nous sommes une municipalité. La population s'élève à 2100 personnes et nous avons environ 600 personnes dans la grande région et dans la vallée Qu'Appelle. Nous desservons plusieurs communautés autochtones. Et évidemment, il y a beaucoup d'activités agricoles. On parle d'une municipalité rurale. Donc, c'est une région assez vaste. Il y a du tourisme, etc. Mais une des raisons pour lesquelles nous avons créé ce projet de sentier pédestre dans le parc patrimonial Grayson, c'est que, en fait, on y pensait depuis longtemps, mais c'est devenu apparent après le commencement de la COVID-19 que les gens avaient un accès limité aux espaces récréatifs dans notre communauté. Donc, le premier but de notre projet est en collaboration avec, je vous explique un peu, avec le Conseil des parcs et de la récréation de Grayson, qui fait partie de la municipalité, ainsi qu'un organisme communautaire qui s'appelle Grayson et Bloom. Donc, on travaille avec ces partenaires pour créer ce projet. Mais c'était en réaction à la COVID-19 et les problèmes qu'elle a apportés. Évidemment, on en avait déjà parlé, mais c'est devenu très apparent qu'il fallait réaliser ce projet, de créer des espaces pédestres accessibles pour augmenter notre mobilité, permettre aux personnes sous-représentées qui ont des problèmes de mobilité, les aînés, d'utiliser les sentiers, d'y avoir accès, de se déplacer. Il y a une résidence pour aînés ainsi qu'un orphelinat dans notre communauté. Et nous voulions aussi desservir les gens qui ont des incapacités physiques dans notre communauté. Donc, c'est la raison principale pour laquelle nous avons décidé de réaliser ce projet. La mobilisation communautaire ici est un peu différente que dans une région urbaine. Les choses se font par bouche à oreille et à cause de la COVID-19, il a fallu augmenter notre présence sur les réseaux sociaux. Nous avons commencé à faire des annonces sur les réseaux sociaux. Et évidemment, nous avons des groupes communautaires assez importants. Notre conseil récréatif comporte 25 groupes communautaires, même si c'est une très petite communauté. Donc, nous avons géré ce projet avec des bénévoles. Ils ont été essentiels dans la gestion du projet, même si c'est la municipalité qui menait le bal. Donc, nous dépendons de nos bénévoles. C'est une des choses que l'on fait. Et comme vous l'avez dit dans votre sondage, on utilise des réseaux sociaux, le bouche à oreille. Nous dépendons beaucoup de nos relations, nos vieilles relations dans la communauté. On travaille avec différents partenaires, avec la municipalité régionale de comté aussi, qui fait partie de la communauté, même si elle a un mandat plus vaste que le nôtre. Donc, nous dépendons de nos partenaires communautaires, nos bénévoles, pour faire le travail nécessaire pour établir ces liens. Donc, à cause de la COVID-19, malgré la COVID-19, le bouche-à-oreille est toujours très important, mais on utilise les réseaux sociaux, le téléphone. Nous avons un bulletin communautaire aussi qui a été très utilisé et très apprécié. Par exemple, d'habitude, nous avons un bulletin, un journal communautaire. On essaie de rendre ce bulletin plus attirant, comme vous le disiez dans votre présentation. Et ça nous a permis de rejoindre plus de personnes. Donc, chaque année, nous avions plusieurs bulletins d'information qui étaient publiés, mais ça n'était pas très bien reçu ou couru. Et cette fois-ci, nous avons amélioré la présentation de notre bulletin d'information, notre journal communautaire et le lectorat a augmenté. Donc, nous avons utilisé aussi les réseaux sociaux pour communiquer avec les gens.
Donc, ça a été un franc succès. Merci, Colin. Oui, je voulais vous parler aussi de quelques autres détails. Et nous sommes en train de bâtir des sentiers pédestres d'à peu près 800 pieds. C'est un tout petit parc. Nous avons essayé d'améliorer l'accès au parc pour que les gens puissent y avoir accès et accès au parc pour enfants avec les modules de jeu dans le parc. Il y a des enfants qui ont peut-être des incapacités physiques ou des gens qui ont des incapacités ou des handicaps pourront se rendre au parc. L'accès est amélioré. Il y a aussi des bancs dans le parc, etc. C'est merveilleux. Ce sont des initiatives exceptionnelles et votre mobilisation communautaire semble excellente. Je vais demander à Clara maintenant de parler de son expérience avec son projet euh, en mobilisation. Est-ce que ce que Colleen dit ressemble un peu à votre expérience? Oui, bien sûr. Même si notre contexte est très différent, je crois que notre expérience est semblable au terme de la mobilisation communautaire. Je suis dans le quartier J. Finch, dans le nord-ouest de Toronto. Je travaille là depuis environ 10 ans. On travaille sur Corner Commons, un projet d'espace communautaire sur les coins de rue. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus pour transformer un coin de rue dans le cœur du quartier, une intersection importante où on utilise un stationnement privé et le trottoir pour créer un espace de rencontre communautaire, inclusif, où on peut avoir des événements et on peut en fait, relaxer, se tenir là à tout moment. Donc, notre équipe au centre Jane Finch coordonne le projet, mais nous avons du soutien d'une une entreprise d'architecture euh, locale, ainsi que des groupes locaux, des organisations communautaires qui travaillent avec nous, qui nous soutiennent et qui orientent ce projet avec nous et sa mise en œuvre aussi. Et je crois que maintenant, vous avez dit, en fait, quelque chose qui m'intéressait. Notre stationnement était un lieu de rencontre très important à Jane Finch. Jane Finch. Donc, nous avons tenu des événements communautaires, des conférences de presse, des campagnes de défense des droits et libertés dans ce quartier, en fait, dans ce stationnement. Et je crois que nous avons gagné le respect de la communauté. Nous avons offert des programmes et des activités à la communauté et ça a vraiment fait mousser notre popularité. Donc, je crois que cette année, grâce à l'initiative pour des communautés en santé, et à cause de la COVID, grâce à la COVID un peu, nous avons réussi en fait, malgré la COVID, nous avons réussi à créer ce projet. Nous avions 25 résidents du quartier qui participaient à ce projet avec nous, où nous avons créé un espace où il y avait une scène et 3 grandes structures, en fait, une trentaine de sièges et des arbres. Nous avons planté des fleurs, des arbres dans ce stationnement. Ou en fait, dans cet espace, ce coin de rue plutôt, le stationnement, c'est autre chose. Nous avons réussi à respecter les restrictions COVID. Donc, tout fonctionne maintenant. En fait, nous sommes presque prêts. À la fin du mois, nous allons lancer le projet, l'ouvrir à la population générale et ça va se dérouler jusqu'au printemps. Mais la mobilisation communautaire s'est déroulée dans ce projet de création d'espaces publics et nous avions tenu des ateliers de conception depuis 2 ans, en 2019, pour établir la vision de ce programme, de cet espace public. Nous avions eu, en fait, un projet pilote pour tester les choses, prendre le pouls de la population en regard de ce projet. Et dans le processus de conception, consultation des gens, on utilisait nos relations avec les groupes communautaires pour prendre le pouls, pour déterminer si on était sur la bonne voie, si on concevait des choses qui étaient bien, qui seraient bien reçues. Et en fait, on se penchait sur justement les considérations financières et le financement. Et à cause de la COVID, il a fallu changer les choses. Il fallait se poser des questions. Quelle couleur est-ce qu'on veut dans sur ce coin de rue? Quel type d'arbres et de plantes est-ce qu'on veut? Donc, ensuite, il a fallu, l'an dernier, à cause de la COVID, annuler le projet, mais nous avons réussi à tenir un programme d'artistes en résidence où des artistes sont venus sur place. Ils ont créé des installations multimédia pour montrer comment cet espace pourrait être utilisé et comment nous sommes en train justement de prendre contrôle de ce coin de rue, d'en faire un espace public. Donc, notre mobilisation a varié. En fait, ça a oscillé beaucoup à cause justement des séances qui ont dû se faire en ligne, mais nous avons obtenu les,
la participation d'organismes communautaires et de voisins, de résidents du voisinage, parce que nous voulions savoir quelle était leur opinion, comment ils voulaient utiliser cet espace, ce coin de rue, parce que cet emplacement va être, en fait, on n'aura plus accès à ce lieu parce qu'il va être développé. Il y aura un autre bâtiment qui va pousser sur ce lieu, mais ça nous a permis pendant ces années d'utiliser ce lieu pour la communauté. J'aime beaucoup ce que vous et Colin avez dit. Vous avez parlé un peu des mêmes choses, premièrement. L'aspect continu. Donc, on parle souvent d'une phase de mobilisation, mais la mobilisation, c'est continu, ça n'arrête jamais dans vos projets. Et j'aime aussi ce que vous avez dit, vous avez parlé de souplesse, vous avez des approches souples, vous réitérez les choses, vous donnez l'occasion aux gens de s'exprimer constamment. Donc, il y a une diversité d'espaces qui ont été utilisés et une diversité de techniques aussi dans vos projets. Et je crois que les deux, vous montrez que, en fait, ce principe qui est si important, c'est que vous réunissez les conditions pour nouer des liens. Je l'ai entendu plusieurs fois de vos bouches. Donc, dans mon expérience en mobilisation, euh, on a toujours une conception de projet. Ensuite, on communique avec la communauté. On a plein d'idées de la communauté et parfois, les choses changent. Et je trouve que c'est un aspect très intéressant des choses. Qu'est-ce que vous avez appris de vos communautés respectives au cours de ces projets? En fait, depuis le démarrage de ces projets, qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas quand vous avez conçu vos projets respectifs? Avez-vous des leçons apprises que vous voulez, dont vous voulez nous faire part? Colleen, commençons par vous. Une chose que j'ai apprise, c'est que bien que nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Conseil des parcs et de la récréation de Grayson et qu'on a une communication continue avec la Commission, on manque, en fait, il y a toujours des choses qu'on rate. Donc, il faut toujours parler avec les utilisateurs finaux d'un projet. Et oui, faut s'assurer que le projet va être fonctionnel, que la conception est fonctionnelle, que ça va fonctionner. En fait, les matériaux qu'on avait prévu d'utiliser, est-ce que ce sont les bons matériaux, etc. Donc, il a fallu adapter notre conception un peu. Évidemment, nous avons un espace qui est très petit. C'est un espace vert important dans la communauté, mais il est très petit. Donc, il y a très peu d'endroits où on peut établir nos sentiers pédestres. Mais ce sont des espaces importants, d'autres même, parce que nous avons pu utiliser le parc pour bon nombre d'événements communautaires au cours de l'année et fonctions communautaires. Donc, je crois qu'il faut être réaliste avec l'échéancier des choses et aussi avec le temps des bénévoles. Un des défis auxquels nous avons fait face, c'est le temps, la quantité des bénévoles. Nous avons le temps des bénévoles est très important. Il faut l'utiliser avec parcimonie et aussi, en fait, les échéanciers doivent être réalistes. C'est une des leçons apprises les plus importantes. Il faut écouter les commentaires, les rétroactions des gens et il faut apprendre à être en fait plus énoncer les objectifs du projet de façon plus claire dès le début, tout au long du projet. Donc, c'est le défi continu auquel on fait face et ça nous permet justement ça façonne un peu notre projet. Et je crois que c'est un projet qui était dans les cartons depuis longtemps, mais même si ça fait longtemps qu'on travaille sur un projet, on peut toujours faire face à des écueils, rater des choses, rater notre coup. Donc, c'est pourquoi il faut mobiliser les gens et avoir leurs commentaires en continu. Ce sont de très bons conseils pour les gens ici aujourd'hui. Clara, oui, je crois que dans notre cas, vu que ça fait depuis juin que le projet est lancé, chaque jour est une expérience d'apprentissage immense. Donc, à tous les jours, on doit s'adapter à la façon dont on réalise le projet. Et je crois que Colleen l'a dit un peu. Nous autres, Colleen a parlé d'adaptation continue. Nous, on est en construction continue dans cet espace, dans ce projet. Donc, c'est un processus continu. Mais euh, au, au niveau, quelque chose que j'ai appris cet été, c'est qu'il y a plusieurs façons dont les gens utilisent l'espace et font de cet espace le leur. Et je crois qu'on ne s'était pas penché sur cette perspective parce qu'on a fait beaucoup de mobilisation dans le parc et dans les parcs au cours des années et on a vu tous les obstacles euh,
en matière d'accès à un espace. Ce sont des obstacles qui sont vrais, qui sont très, très vrais, surtout en matière d'action de la police ou de sécurité ou mobilité. Mais de voir ce qui se produit quand on crée un espace dans un endroit central qui rejoint les gens. En fait, on installe les services et il faut faire confiance aux gens. Ils vont l'utiliser. Si c'est ce que les gens ont demandé, ils vont l'utiliser. Et on voit comment les gens s'approprient cet espace et ils s'en servent de toutes les façons. Ils vont faire leurs appels dans ce lieu, ils vont prendre une pause après avoir fait leur épicerie, ils vont se prendre en photo, faire des séances photos, enregistrer des podcasts dans ces espaces publics que nous avons créés. Et c'est incroyable de voir tout ça. Et puisque ça a été conçu, bâti par la communauté, eh bien, on réussit à surmonter les obstacles de l'accès aux espaces publics, justement. L'autre chose que nous avons apprise, surtout ce dernier mois, c'est que le bien-être et la santé mentale ont été de grandes priorités depuis longtemps et ça a été un défi dans ce quartier. On le voit très bien dans ce projet Corner Commons d'appropriation du coin de rue. Et on apprend à réfléchir davantage à une approche menée par la communauté pour répondre aux besoins des gens qui sont en crise, qui ont des défis en santé mentale. Et ça nous permet de concevoir des éléments de design justement dans le projet pour savoir comment créer un projet. Et en fait, on ne veut pas reposer, que notre projet repose sur l'action de la police et la surveillance. C'est ce qu'on a fait historiquement, mais maintenant, il faut redonner ces espaces à la communauté plutôt qu'à la ville ou qu'à des organisations privées. Donc, on essaie encore toujours de déterminer comment nous allons orienter les choses pour la suite. C'est excellent. Merci, Colin et Clara. J'aime beaucoup le fait que dans votre projet de coin de rue, puisque vous travaillez sur ces espaces où les gens, en fait, en fait, les gens, on voit au chapitre, les gens peuvent s'exprimer sur la conception de ce projet. Vous êtes comme la courroie de transmission entre la communauté et le projet. Donc, je crois que c'est fantastique. La communauté a plus de contrôle et de pouvoir sur cet espace public. Et vous parlez de santé mentale, c'est très important, oui. Et vous parlez aussi de la gestion des espaces publics et de la façon dont les espaces publics peuvent, en fait, incarner nos principes d'équité et d'inclusion. Ce sont des commentaires très intéressants que vous avez faits et je crois que c'est un processus, votre processus est très utile et c'est un processus que tout le monde est en train d'apprendre. Donc, j'ai une autre question pour vous, mais avant que je pose cette dernière question, j'aimerais demander aux gens qui nous écoutent, en fait, si vous avez des questions pour Clara, Colleen, moi-même ou Gia, quiconque nous écoute aujourd'hui ou pour les personnes à l'écran, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat de Zoom. Nous allons tenter d'y répondre. Je vais poser ma question. Si quelqu'un a des questions pour Clara, Colleen, Gia ou moi-même, Amanda, écrivez-le dans le chat. Colleen, vous avez fait référence à ceci dans votre dernière réponse. Ça porte, en fait, vous avez des conseils pour l'auditoire ou pour les participants qui commencent à élaborer une stratégie de mobilisation pour leur projet? En fait, leur indiquer comment créer des occasions de mobilisation importantes, surtout pour rejoindre les groupes sous-représentés. Donc, on en a parlé un peu. Et en fait, pour la suite des choses, est-ce que vous avez d'autres conseils en la matière? Je crois que j'ai plus de conseils pour les municipalités qui font ce type de travail. Vous savez, parce que nous, on essaie de trouver un équilibre entre, de ménager tous les autres organismes et tous les organismes municipaux. Donc, surtout avec les petits organismes avec lesquels on travaille, avec lesquels on a un partenariat, on joue plusieurs rôles, oui. Donc, je crois que il faut mettre la mobilisation communautaire à l'avant-plan. Et je l'apprends de plus en plus. J'apprends de plus en plus là-dessus. Donc, même si ça fait de nombreuses années que je travaille sur ce type de projet, je veux vous rappeler qu'il faut quand même toujours tendre la main aux gens. Et nous avons dû nous adapter beaucoup à cause de la COVID-19 pour trouver des façons
d'inclure des activités récréatives parce que nous avons une quantité limitée d'installations et la plupart de nos installations ont été fermées à cause de la COVID-19. Donc, le parc, c'était l'endroit où les gens pouvaient se réunir, s'amuser, se divertir et se promener dans ces sentiers pédestres. Donc, je crois que en matière de leçons tirées, je crois que la leçon principale, c'est qu'il faut adapter ces stratégies de communication aux gens avec lesquels on communique, dans nos communautés, auprès des communautés sous-représentées et marginalisées. Donc, ce n'est pas simplement une question de communication, c'est une question d'adaptation du message. Parfois, il faut tendre la main aux personnes marginalisées. Donc, c'est ce que j'ai appris dans une petite communauté. On ne peut pas toujours s'attendre à ce que les gens se présentent. Il faut aller les chercher là où se trouvent. C'est là que c'est important de bâtir des relations. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais c'est ce que j'ai appris et ce que je continue d'apprendre. En fait, parfois, on est surpris. Il faut vraiment écouter les gens et il ne faut pas, en fait, prendre les choses au niveau personnel. Il faut apprendre des commentaires qu'on reçoit et trouver de nouvelles visions, d'adapter la vision de notre projet pour desservir ces gens. Il faut être assez souple pour réaliser le projet. Oui, c'est une très bonne réponse et je crois que ça revient à ceci. Ça revient à la définition du résultat. Il faut savoir quand il faut prendre les devants, quand il faut laisser les autres, la communauté, justement, s'exprimer ou mener le bal. Donc, Lara, je vous pose la même question et après vous, je vais retrouver mes collègues de FCC et de IUC. Donc, allez-y. Quelles sont les leçons que vous avez tirées? Quels sont vos conseils? Je sais qu'il nous reste peu de temps, mais il y a quelques conseils que nous incrustons dans notre travail et que nous voulons communiquer avec les gens, qu'on essaie d'inculquer auprès des aménagistes municipaux, du personnel municipal lorsqu'on parle d'élaboration de projets communautaires. C'est-à-dire, premièrement, il faut prendre le temps de comprendre le contexte et l'histoire de la communauté pour prendre connaissance de ses priorités, pour savoir qui travaille déjà dans cet espace public et savoir comment on peut renforcer ce qui se passe déjà dans la région par votre projet. Et par, donc, dans notre projet Corner Commons, le coin de rue, il y avait déjà une vie qui existait sur ce coin de rue dans le quartier. C'est ce qui rend ce coin de rue ce qu'il est. Et donc, il faut bâtir là-dessus plutôt que de dire on fait table rase du passé et on repart à neuf. Donc, donc ce n'est pas qu'on on n'était pas ambitieux. Oui, on était très ambitieux, mais il faut regarder comment la communauté s'est servie de cet espace dans le passé. L'autre chose, il faut s'assurer que vous faites participer les membres de la communauté et les résidents locaux dans la conception de vos stratégies et vos activités et que vous bâtissez un mécanisme qui s'adresse à la communauté pour qu'elle puisse avoir un droit de regard sur le processus. Donc, dans d'autres projets, ça s'opère différemment. Vous devez vous assurer que vous prenez le pouls de la population. Vous avez une façon d'obtenir leurs commentaires et leurs rétroactions pour que quand vous faites une erreur, ils vous le disent. Donc, des fois, ils savent comment rejoindre les aînés ou un groupe communautaire particulier. Donc, ça, c'est très important d'avoir un point d'attache, une personne ressource qui peut leur répondre et les écouter surtout. Et la dernière chose, on en a déjà parlé, mais il faut concevoir la mobilisation comme un processus à long terme, au-delà du processus de conception, de lancement du projet. Lorsque le projet est lancé, la mobilisation continue. Il faut penser aux prochaines étapes et déterminer quelles seraient les actions tangibles à court terme et à long terme. Il faut être transparent aussi dans votre communication. Il faut communiquer de façon ouverte quels sont ces éléments à la communauté parce que ça va bâtir de la confiance auprès de la population. Ils vont voir qu'il y a un plan à long terme, même si vous ne le savez pas, vous ne savez pas en quoi consiste ce plan à long terme. Donc, qu'ils sachent que vous investissez dans la communauté, qu'il y a une valeur vous accordez une valeur à l'opinion de la population. Pour nous, dans notre projet de coin de rue, lorsqu'on bâtissait le projet, on était là un mois, on est là un mois à travailler avec des bénévoles sur place pendant un mois. Ça a été le meilleur moyen de mobilisation. On était extrêmement visible et les gens voyaient que ce processus se déroulait. Ils pouvaient nous poser des questions à tout moment et nous remettre en question. Ils nous demandaient d'expliquer ce qu'on faisait et ça nous a permis d'éclaircir les choses et ça nous a permis de prouver ce qu'on faisait pour eux et qu'on les écoutait. Donc, c'était un élément très essentiel pour nous.
ce sont des conseils fantastiques sur la responsabilisation. Vous en avez parlé et je me rends compte qu'il est 14 heures, donc heure de l'Est. Donc, Rupal, Gay vont maintenant prononcer le mot de la fin. Je veux m'assurer que, en fait, que nous avons parlé de tout aujourd'hui. Donc, j'essaie de respecter le temps aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on pourrait prendre cette question de John? S'il y a des gens qui peuvent rester avec nous, si vous le voyez là dans le chat. Oui, je crois que vous parlez de ces discussions qu'il faut avoir, qui sont difficiles. Il y a peut-être des conseils que vous pourriez lui donner à John. Enfin, voulez-vous que je lise la question? Oui, allez-y. Nous avons un projet qui met en jeu un espace public qui est souvent utilisé par une population marginalisée et qui exclut d'autres résidents de la communauté. Et nous essayons l'ouvrir, ce lieu, et être sensible à tout le monde, aux autres communautés, à cette communauté sous-représentée et marginalisée, mais ça pourrait donner lieu à une gentrification qui pourrait exclure cette population marginalisée. Donc, je sais que personne ne veut exclure un groupe ou un autre. Comment gérer ce type de situation? C'est la question de John. Donc, Claire, Colleen, voulez-vous répondre à la question de John? Donc, il y a un autre commentaire ici. Je vois un commentaire qui dit « Je ne veux pas exclure parce que nous mobilisons les gens, mais le résultat dans cet espace va probablement faire en sorte que le groupe marginalisé devra être exclu. En fait, va être écarté de ce lieu. Donc, vous devez comprendre le contexte dans votre communauté et faire ce travail d'avance. Donc, vous allez peut-être que vous pensez à cet espace comme en fait un départ à zéro. Peut-être que vous allez créer un projet qui ne s'adressera pas à ce groupe marginalisé de façon inintentionnelle. Donc, peut-être que vous allez écarter des gens, les gens que vous vouliez servir dès le départ. Donc, je me demandais si vous pourriez en parler. En fait, je sais que la communauté évolue rapidement. Oui, c'est une question difficile. Je sais que on s'est penché sur beaucoup de projets récemment. Euh, pour qui est-ce que nous faisons ces projets? Et qui sont les résidents qui risquent le plus d'être exclus de ces espaces? Ce sont les gens avec lesquels nous devons travailler, pour qui nous devons créer un projet, plutôt que de penser qu'on peut faire quelque chose pour tout le monde en espérant que tout le monde pourra participer à ce projet, que tout le monde sera bienvenu. Mais si on écarte les gens qui utilisent actuellement cet espace d'une certaine façon et qu'on crée quelque chose de nouveau dans cet espace public, ça va en fait perpétuer le mal et l'histoire de marginalisation qu'on essaie justement de ne pas répliquer. Donc, je n'ai pas de réponse claire à ça, mais il faut faire quelque chose. En fait, il faut établir les priorités dans notre travail, évidemment. Et ce sont des conversations difficiles à avoir avec les propriétaires de notre espace principal, qui est un stationnement privé. Ils sont en train de planifier leur développement et leur propre concept de l'avenir et nous devons souvent les remettre en question pour leur expliquer comment faire un espace inclusif pour les gens qui ont déjà été exclus, qui sont exclus à l'heure actuelle et ouvrir cet espace à la communauté qui est attachée à ce lieu, qui veut utiliser cet espace. Ce sont les gens que nous devons servir. Donc, j'espère que ça répond un peu. Donc, mais ça me fera plaisir de vous parler après la rencontre. Oui, évidemment. Donc, j'aimerais ajouter, je sais, Gay, que nous avons dépassé les 2 heures. Donc, j'aimerais ajouter 2 commentaires pour faire du pouce sur ce que John a dit, comme à sa question. Premièrement, les espaces publics ne sont pas seulement, en fait, il faut se souvenir que les espaces publics font partie d'un écosystème complet et qu'on ne peut pas
les concevoir de façon isolée. Donc, il faut penser justement au développement équitable, à l'aménagement équitable, comment on peut justement intégrer ces espaces publics dans les aménagements du quartier. Ce qui me mène à ce que Clara a dit, il faut prioriser les choses, se poser la question, est-ce que nous donnons l'occasion à certains groupes de s'exprimer? Peut-être que nous allons justement exclure les gens qui ont le plus à perdre dans ce type de projet. Et aussi, je me souviens d'une citation très intéressante d'une de mes collègues, de mes collègues internationales dans le contexte africain. Ils ont une citation, en fait, un proverbe qui dit rien pour nous sans nous. Donc, je crois que quand on parle de mobilisation, en fait, ça veut tout dire. Comment pouvons-nous diriger les gens qui participent au processus dans l'élaboration de la solution définitive? En fait, il faut penser à l'inclusion de ces personnes. Donc, Gay, je sais que nous avons dépassé l'heure. Merci de nous avoir permis de terminer nos conversations. Merci, John, pour cette excellente question. Je vous repasse la parole. Merci, Colin et Claire, pour votre contribution. Oui, merci, Amanda. Et merci, Colin et Clara. J'invite Gabriel à allumer sa caméra pour que vous puissiez la voir. Nous sommes très reconnaissantes pour cette séance et merci d'être resté des nôtres quelques minutes de plus. Ça a été une question importante et difficile. Je suis contente en fait, j'espère que vous aurez l'occasion d'y répondre. Donc, je vous repasse la parole. Gabrielle, oui, merci. C'est le mot de la fin. C'est une expérience très intéressante. Je veux réitérer le message de Mary au début. Notre but, c'est de créer des espaces pouvant être utilisés par tout le monde et où nous pouvons apprendre des praticiens. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes ici pour vous écouter et pour vous aider. En fait, Rupal a écrit notre courriel dans le chat. Vous pouvez, en fait, nous écrire à, notre adresse courriel. Vous trouvez notre adresse courriel sur notre site web. Et merci à tous et à toutes. Je crois qu'on peut mettre un terme à cette réunion. J'ai hâte d'entendre parler de vous. Restez en communication avec nous. Assurez-vous que vous êtes sur la liste d'envoi par courriel. Nous vous verrons bientôt. Merci. Au revoir.